Depuis 3 ans, je versais chaque mois 7 000 € à mon père. Sans jamais rien attendre en retour. Pas un merci, pas un mot de reconnaissance. Rien. Et pourtant, je continuais. Parce que je pensais que c'était ça, aimer sa famille. Même si elle ne vous aime pas vraiment. Je m'appelle Camille. J'ai 34 ans. Célibataire. Artiste peintre. Pas du genre à plaire au dîner de famille, où les réussites se mesurent en salaire fixe, enfant modèle et photos de vacances à Saint-Raphaël. Moi, j'étais le vilain petit canard silencieux. Toujours poli. Toujours présente. Mais toujours invisible. Quand j'ai reçu l'invitation pour l'anniversaire d'Élise, ma sœur aînée, je n'ai pas hésité une seconde. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir par le passé, j'y suis allée. Parce qu'au fond, j'espérais encore qu'on m'accueillerait, cette fois, autrement. Le jour J, je suis arrivée avec une bouteille de vin bio et un sourire forcé. Ma mère m'a à peine regardée. Mon père a fait semblant de ne pas remarquer mon manteau trempé par la pluie. Quant à ma sœur, elle m'a lancé ce genre de regard qu'elle réserve aux gens dont elle a honte. J'ai pris une grande inspiration et je me suis fondue dans la foule d'invités, tous bien habillés, tous bien formatés. Pendant 1 heure, j'ai fait semblant. J'ai ri à des blagues sans intérêt. J'ai écouté des conversations sur l'immobilier et les écoles privées. J'ai bu un peu trop vite. Et puis, le dîner a commencé. Je me suis retrouvée à une table excentrée, entre 2 collègues d'Élise que je ne connaissais pas. Personne ne me parlait. Jusqu'à ce que ma sœur décide de me mettre au centre de l'attention, à sa manière. « Tu sais que Camille est toujours artiste », dit-elle en mimant les guillemets avec ses doigts. « Et toujours célibataire. » Mais bon, c'est une artiste incomprise, non ? Quelques rires étouffés ont suivi. J'ai souri, un peu jaune. J'ai voulu lui répondre, calmement, rappeler que je soutenais papa depuis 3 ans. Mais à peine ai-je ouvert la bouche que ma mère s'est levée. Elle a dit, froidement. « Camille, si tu viens juste pour nous embarrasser, tu peux partir. » Et Élise d'ajouter. « Oui, franchement, tu ne nous sers à rien. T'es juste une ratée. » Le silence dans la salle a été assourdissant. Et moi ? J'ai pris mon sac. J'ai traversé les regards gênés. J'ai franchi la porte sans un mot. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas seulement une humiliation. C'était une libération. Parce que j'ai enfin compris. Je ne leur devais plus rien. Et ils allaient très bientôt s'en rendre compte. Je suis rentrée chez moi sans dire un mot. Mes mains tremblaient encore. J'avais le goût amer de la honte au fond de la gorge. Ce n'était pas juste une dispute familiale. Non. C'était une exécution publique. Et le pire ? C'est que personne n'a levé le petit doigt pour me défendre. Pas même mon propre père, celui que je soutenais depuis 3 ans, dans le silence, sans jamais lui demander un centime en retour. Ce soir-là, une chose a changé en moi. Définitivement. J'ai bloqué tous leurs numéros. J'ai supprimé la conversation familiale. Et surtout, j'ai stoppé les virements. Le lendemain matin, j'ai reçu un premier message de mon père. Un simple. Problème avec la banque ? Le virement n'est pas passé. J'ai regardé ce message comme on regarde une mauvaise blague. Pas un mot sur ce qui s'était passé la veille. Aucune excuse. Juste l'argent. Comme si je n'étais qu'un compte en banque avec une adresse email. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a appelé. Plusieurs fois. J'ai laissé son nom s'afficher à l'écran. Et j'ai attendu que ça cesse. Ensuite, Élise a tenté sa chance avec un simple « on a peut-être un peu exagéré hier, mais bon, tu sais comment tu es ». J'ai failli exploser. Pas une once de regret. Juste cette condescendance toxique habituelle. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans un silence total. Sans eux. Et pour la première fois, je me suis sentie en paix. Je me suis réveillée sans cette pression sourde de devoir prouver que j'étais assez brillante. Assez utile. Assez normale. J'ai regardé autour de moi, mon petit appartement, mes toiles à moitié terminées, mon carnet de croquis abandonné. Tout ce que j'avais laissé de côté pour eux.
Je me suis assise. J'ai pris un crayon. Et j'ai dessiné. Ce jour-là, sans m'en rendre compte, j'ai recommencé à respirer. Je ne pensais pas encore à la suite. Je ne cherchais pas la vengeance. Juste la paix. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce silence allait devenir ma force. Que cette coupure, brutale, allait me propulser bien plus loin que je n'aurais jamais osé rêver. Et pendant que je recommençais à vivre, eux, de leur côté, allaient commencer à tomber. Un à un. Sans même comprendre pourquoi. Mais moi, je savais. Je savais qu'on ne crache pas sur quelqu'un sans conséquence. Et surtout, qu'on ne piétine pas une personne généreuse, sans que le destin ne finisse par présenter l'addition. Les jours qui ont suivi ont été étrangement silencieux. Aucun message. Aucun appel. Juste le vide. Et pourtant, au lieu de me ronger, ce silence m'a soulagée. C'était comme si je respirais enfin sans avoir à prouver chaque minute que j'étais assez bien pour eux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est pourquoi je donnais autant d'argent à mon père. Ce n'était pas juste par générosité. C'était par loyauté. Par dette affective. Il y a quelques années, il avait eu un accident vasculaire cérébral. Il avait tout perdu, son poste de directeur, sa réputation, sa fierté. Et malgré les tensions, c'est moi qui avais tendu la main. Je me souviens encore de cette réunion de famille où tout le monde s'était défilé. On n'a pas les moyens. Ce n'est pas notre rôle. Il est responsable de ses erreurs. Et puis, le silence. Alors, j'ai dit oui. J'ai payé son loyer, ses soins, ses charges. Sans rien dire à personne. Même pas à mes amis proches. Parce que je pensais que c'était ça, aimer. Mais ce que j'ai compris ce soir-là, en étant mise à la porte comme une étrangère, c'est que je ne devais plus rien à personne. Que mes sacrifices n'étaient jamais que du carburant pour leur mépris. Alors, j'ai fait un virement. Un dernier. 1 € symbolique. Avec une note. C'est fini. Bon courage. Et à partir de là, j'ai fermé les vannes. Définitivement. Les premiers jours, je me suis sentie vide. Comme si j'étais sortie d'une secte familiale. Tout tournait dans ma tête, leurs remarques, leurs silences, leurs humiliations subtiles. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir clair. À réaliser que j'avais construit toute ma vie autour d'eux. Et que maintenant, il fallait construire pour moi. Je me suis levée un matin, j'ai sorti une vieille toile. Poussiéreuse, oubliée dans un coin. Je l'ai posée sur le chevalet. Et j'ai peint. Pas pour vendre. Pas pour plaire. Juste pour moi. Et ce premier coup de pinceau, je vous jure, c'était comme une décharge électrique. Comme si tout ce que j'avais accumulé pendant des années où la douleur, la colère, l'incompréhension se déversaient enfin, librement. Ce jour-là, j'ai compris, je n'étais pas ratée. J'étais juste bridée. Et maintenant que j'étais seule, je devenais enfin libre. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette liberté allait les terrifier. Et qu'ils allaient revenir. Suppliants. À genoux. Comme si rien ne s'était passé. Les semaines qui ont suivi, je me suis enfermée dans une routine presque monastique. Je ne sortais que pour acheter de quoi peindre, manger, dormir. Et surtout, créer. Chaque toile devenait un exutoire. Un moyen de cracher, sans un mot, tout ce que j'avais accumulé pendant des années de mépris. Je ne cherchais pas à faire beau. Je peignais la colère. L'abandon. La honte. Et plus je m'exprimais, plus mes œuvres devenaient puissantes. Il y avait quelque chose de brut, de vrai, que je n'avais jamais osé montrer jusque-là. C'était comme si, en me libérant d'eux, j'étais en train de retrouver moi. Un jour, sur un coup de tête, j'ai photographié une toile. Juste une. Et je l'ai postée sur un vieux compte Instagram que j'avais abandonné depuis des années. Sans description. Sans hashtag. Juste l'image. J'ai reposé mon téléphone et je suis allée faire du thé, en me disant que ça ne changerait rien. Mais en revenant 10 minutes plus tard, des notifications s'étaient empilées. Des likes. Des partages. Des commentaires du genre
c'est viscéral, où on sent la douleur dans chaque trait. Je me suis figée. Est-ce que c'était possible? Est-ce que ce que j'avais toujours refoulé pouvait, enfin, toucher quelqu'un? Le lendemain, un message privé, une petite galerie du 11 arrondissement voulait me rencontrer. Ils avaient vu la toile, fouillé mon profil, et voulaient m'intégrer à une expo collective prévue dans 2 semaines. J'ai cru à une blague. J'ai même failli ne pas répondre. Mais quelque chose en moi m'a poussé à accepter. Pas pour briller. Juste pour voir jusqu'où je pouvais aller sans eux. Le jour du vernissage, je suis arrivée seule. Pas de famille pour m'encourager. Pas de sœur pour poster des stories flatteuses. Juste moi. Mes toiles. Et mon silence. Mais ce silence, il a hurlé plus fort que toutes leurs paroles. Les gens s'arrêtaient, restaient de longues minutes devant mes œuvres. Ils chuchotaient, posaient des questions aux organisateurs. Certains prenaient des photos. Et puis, un homme m'a abordé. Il avait cette allure un peu discrète, un carnet en cuir à la main. Il s'appelait Marc. Galeriste. Il m'a demandé si j'avais déjà pensé à exposer en solo. Et là, j'ai compris. Je n'avais plus besoin qu'il m'ouvre la porte. Parce que désormais, c'était moi qui la fabriquais. Et je n'allais laisser personne me l'arracher. Je ne savais pas encore que ce soir-là allait tout changer. Marc, le galeriste, m'a proposé de venir visiter son espace. Une grande galerie lumineuse dans le Marais, avec des murs blancs immenses et un silence respectueux qui semblait prier pour qu'on le brise avec du vrai. Du brut. Du vécu. Exactement ce que je faisais. Il voulait me réserver une exposition solo 3 mois plus tard. Moi? Une exposition solo à Paris? 3 mois plus tôt, j'étais une ratée mise à la porte de ma propre famille. Et là, on me demandait d'exposer mon histoire, sur mes murs? J'ai dit oui. À partir de là, tout s'est accéléré. J'ai travaillé nuit et jour. Je ne dormais plus. Je mangeais quand j'y pensais. Mon atelier, si on peut appeler ainsi mon salon transformé en champ de bataille, débordait de toiles, de croquis, d'éclats de peinture sur les murs. Et à chaque coup de pinceau, je sentais quelque chose se reconstruire en moi. Puis, un soir, Marc m'a appelé. Il avait parlé de moi à un mécène. Un collectionneur discret, mais influent, qui voulait me rencontrer. Ce rendez-vous, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en jean, avec de la peinture sèche sur les doigts. Lui, costume soigné, regard franc. Il a dit une seule phrase avant même que je n'ouvre la bouche. Je ne sais pas qui vous a brisé, mais vous avez transformé les éclats en articles. Il m'a proposé un contrat. Soutien matériel, achat de plusieurs toiles, financement d'un atelier plus grand. J'ai failli pleurer sur place. Mais je me suis retenue. Parce que cette fois, je voulais avancer avec dignité. Fière. En paix avec moi-même. Peu de temps après, j'ai emménagé dans un nouveau lieu, un loft lumineux, avec une verrière immense et une vue sur les toits. Là où d'autres voyaient un simple atelier, moi je voyais un sanctuaire. L'endroit où ma renaissance s'écrivait, toile après toile. Et puis, les médias sont arrivés. Un blog d'art m'a consacré Révélation de l'année. Un magazine culturel m'a interviewé. Ils m'ont demandé, parlez-nous de votre parcours. J'ai répondu sans rancune, sans nommer personne. J'ai longtemps peint pour être aimé. Aujourd'hui, je peins pour me retrouver. Et pendant que mon nom commençait à circuler, que mes œuvres étaient accrochées, partagées, discutées, ma famille, elle, se taisait. Mais je sentais que ce silence n'allait pas durer. Un jour ou l'autre, ils allaient réapparaître. Pas par amour. Par besoin. Et ce jour-là, ils découvriraient que la ratée avait appris à leur tourner le dos. L'annonce de mon exposition solo a fait plus de bruit que je ne l'aurais jamais imaginé. Les invitations se sont envolées en quelques jours, les réseaux sociaux ont explosé, et mon visage a commencé à apparaître un peu partout. Pour la première fois, on me reconnaissait dans la rue. Pas comme la fille de, ou la sœur de, mais comme Camille, l'artiste. Celle qui dérange, qui émeut, qui transforme la douleur en beauté. Je m'étais juré de rester centrée sur mon travail.
De ne pas laisser l'ego me dévier. Mais au fond, soyons honnêtes, sentir qu'on me regardait enfin autrement que comme un boulet, ça faisait du bien. Et ce qui m'a frappé, c'est que plus je réussissais, plus mon téléphone recommençait à sonner. Ma mère d'abord. Des messages vagues, comme si de rien n'était. J'ai vu un article sur toi dans la Gazette, c'est bien, tu peins encore? Puis Élise. Tu pourrais m'envoyer le lien pour les invitations? Même mon père a tenté un appel. Mais je n'ai répondu à personne. J'ai laissé le silence parler à ma place. Puis, un soir, j'ai été invitée à un événement caritatif très privé, organisé dans une galerie huppée du 8e arrondissement. Une soirée de bienfaisance où l'élite parisienne venait acheter de l'art tout en sauvant la planète, un cocktail à la main. Je n'étais pas là pour briller, mais pour soutenir une cause. Sauf qu'en entrant, j'ai croisé un visage que je n'avais pas vu depuis des années. Monsieur Delaunay. Un ancien ami de mon père. Retraité, un peu fatigué, mais toujours élégant. Il s'est approché de moi, visiblement surpris. « Camille ? Tu es cette Camille ? La fille de Gérard ?» J'ai souri. Il a baissé la voix. « Ton père, il ne va pas bien. Il est ruiné, tu sais ? Il a dû vendre sa voiture, et je crois qu'ils vont perdre la maison. » Je suis restée figée. « Ruiné ?» Delaunay a continué. « Et Élise, j'ai entendu dire qu'elle a été licenciée. Une histoire de conflit au boulot. Ta mère, elle n'arrive plus à tout couvrir. » À ce moment-là, quelque chose s'est passé en moi. Pas de joie. Pas de vengeance immédiate. Juste un frisson. Ceux qui m'avaient rejeté, humilié, expulsé, étaient en train de sombrer. Et moi, j'étais là. Droite. Solide. Épanouie. Le monde avait tourné. Et cette fois, il tournait enfin en ma faveur. Mais je savais que ce n'était que le début. Parce que ce genre de gens, quand ils tombent, ils reviennent. Pas pour s'excuser, mais pour profiter une dernière fois. Et j'étais prête à les recevoir. À ma façon. Quand je suis rentrée de cette fameuse soirée, j'ai posé mon sac, allumé la lumière, et je me suis figée devant ma toile inachevée. Quelque chose en moi avait changé. Ce que Delaunay m'avait dit continuait de tourner en boucle dans ma tête. Mon père, ruiné. Ma sœur, virée. Ma mère, incapable de maintenir la façade. La façade, voilà ce que c'était depuis toujours, du carton doré, maquillé en réussite. Je suis allée sur Google, juste par curiosité. Et ce que j'ai trouvé m'a glacée. Le nom de mon père apparaissait dans un registre judiciaire. Il avait accumulé des dettes sur des prêts personnels. De plus en plus courts, de plus en plus risqués. Un appartement hypothéqué. Une procédure de saisie en cours. Et une rumeur, sur un forum local, évoquant un scandale discret lié à une fausse déclaration de patrimoine. C'était donc vrai. Tout s'écroulait. Puis j'ai creusé pour Élise. Un licenciement pour faute grave. Une plainte pour harcèlement moral déposée par une subordonnée. Elle avait tout perdu. Son poste. Sa réputation. Ses réseaux. Et là, j'ai ressenti un mélange étrange. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse non plus. C'était une sorte de justice naturelle. Le genre de justice qui n'a pas besoin de crier. Elle agit dans l'ombre, discrètement, sans bruit, mais elle frappe toujours au bon moment. Alors je me suis demandé, vont-ils oser revenir? Après tout ça? La réponse n'a pas tardé. Un matin, j'ai reçu un mail. Objet, urgent, besoin de parler. C'était ma mère. Le contenu était bref. Camille, il faut qu'on se voie. Ton père ne va pas bien. On est dans une situation compliquée. Il faut qu'on parle. Pas de bonjour. Pas d'excuses. Juste, il faut. Puis Élise, 3 heures plus tard. Camille, je sais que j'ai été dure. Mais on est une famille, non? Je suis désolée si je t'ai blessée. Si. Elle m'avait blessée. Comme si elle avait renversé un verre,
pas piétiner ma dignité devant 20 personnes. Je n'ai rien répondu. Mais je savais qu'ils allaient venir. En personne. Parce qu'ils n'avaient plus rien. Et que, maintenant, j'étais la seule à pouvoir les sauver. Alors j'ai rangé mon atelier. J'ai préparé le décor. Parce que lorsqu'ils frapperont à ma porte, ils découvriront qu'on ne revient pas vers ceux qu'on a trahis. Sans payer le prix fort. C'était un jeudi matin. Pluvieux, gris, typiquement parisien. Je buvais mon café près de la fenêtre, une toile fraîche encore posée sur le chevalet, quand j'ai entendu frapper. 3 coups. Lents. Lourds. Comme s'ils portaient déjà tout le poids de ce qu'ils avaient à me dire. J'ai ouvert la porte. Et là, je les ai vus. Mon père, les épaules voûtées, les yeux cernés, le regard fuyant. Ma mère, tirée à 4 épingles mais le maquillage à peine capable de masquer la panique dans son regard. Et Élise. La grande Élise. Celle qui brillait toujours, qui regardait les autres de haut. Cette fois, elle baissait les yeux. Comme une enfant qu'on aurait prise en flagrant délit. Un silence gênant a flotté dans l'air. Aucun n'osait parler. Alors j'ai simplement demandé. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ma mère a été la première à craquer. « Camille, on a besoin de toi. Ton père, il est malade. On est en retard sur les loyers. La banque menace de saisir la maison. » Elle s'est interrompue. Ma sœur serrait son sac si fort que ses jointures blanchissaient. Mon père, lui, a soupiré. Puis, d'une voix cassée, il a dit. On n'a personne d'autre. Et là, tout s'est figé dans ma tête. Toutes les humiliations. Tous les silences. Toutes les fois où j'ai été ignorée, rabaissée, effacée. Et maintenant, parce que leur monde s'écroule, ils reviennent ? Comme si de rien n'était ? Élise s'est avancée d'un pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et avec une voix tremblante, elle a dit. Je suis désolée. Pour ce que je t'ai dit. Pour tout. J'étais jalouse, je crois. J'ai cru que j'allais rire. Jalouse ? D'une ratée ? Mais je me suis retenue. J'ai respiré profondément. Et j'ai fait un pas de côté pour leur montrer l'entrée. Ils sont entrés, comme des fantômes. Je les ai laissés s'asseoir dans mon salon, entre 2 toiles, comme s'ils pénétraient dans un musée qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont exposé leurs problèmes, cherché ma compassion, tenté de raviver une chaleur familiale qu'ils avaient eux-mêmes éteinte. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais plus la même Camille. Et s'ils espéraient un simple oui, une main tendue, un chèque pour régler leurs erreurs. Ils allaient découvrir que, cette fois, les règles avaient changé. Et que chez moi, on n'entre plus sans conséquence. Je les ai laissés parler. Pendant près d'1 heure. Ils ont tout déballé, les dettes, la saisie imminente de la maison, les huissiers, les nuits blanches. Ma mère a même versé une larme. Peut-être sincère, peut-être stratégique, difficile à dire avec elle. Mon père, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans. Et Élise, elle n'avait plus ce ton hautain. Elle parlait doucement, comme si chaque mot pesait une tonne. Mais à aucun moment, personne n'a vraiment dit « on t'a fait du mal ». Pas de vraie excuse. Pas de remise en question. Juste des regrets liés aux conséquences. Pas aux actes. Alors, j'ai décidé de jouer le jeu. Mon jeu. Je me suis levée, j'ai pris mon carnet, j'ai noté chaque chose qu'ils demandaient. Montant, délai, urgence. Puis je les ai regardés, calmement, et j'ai dit. Très bien. Je vais y réfléchir. Mais si je décide de vous aider, ce sera selon mes conditions. Ils ont acquiescé sans même demander lesquelles. La peur les rendait dociles. C'était nouveau. Presque déroutant. Mais dans ma tête, tout était déjà clair. Je n'allais pas les humilier. Je n'allais pas leur faire vivre ce que j'avais vécu. Non, j'avais mieux. Je voulais qu'ils réalisent, en conscience, ce qu'ils m'avaient fait. Je voulais qu'ils écrivent, noir sur blanc, la vérité. Le lendemain, j'ai contacté un notaire. Je lui ai demandé s'il était possible de faire signer une reconnaissance de dette, certes, mais aussi une déclaration manuscrite.
Une lettre où chacun s'engageait à admettre ce qu'il m'avait fait vivre, à détailler les humiliations, le rejet, les moqueries. Une lettre sincère. Intime. Lue et validée par un tiers. Le notaire m'a regardé, un peu surpris. C'est inhabituel. Mais légal. Parfait. En parallèle, j'ai repris mes recherches. La maison familiale allait bel et bien être saisie. Mais il y avait une possibilité, un créneau étroit où je pouvais racheter la créance avant l'intervention de la banque. Une sorte de droit de rachat. Un mécanisme technique, mais très, très symbolique. Parce que cela signifiait que je deviendrais la propriétaire officielle du lieu. De leur maison. Celle d'où ils m'avaient jeté comme une moins que rien. Je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé ça pour moi. Ils voulaient mon aide ? Ils allaient l'avoir. Mais à mes conditions. Et chaque signature, chaque mot, chaque aveu allait marquer leur chute. Et ma renaissance. Je les ai invités à revenir une semaine plus tard. Même heure. Même lieu. Mais cette fois, tout était différent. Sur la table basse, 3 enveloppes les attendaient. Une pour chacun. À l'intérieur, un contrat, simple en apparence, mais très clair. J'y expliquais que je prendrais en charge la totalité de leurs dettes, à une seule condition. Qu'ils signent une déclaration manuscrite, sous serment, attestant de leur comportement envers moi ces dernières années. Tout. Depuis les remarques humiliantes, les silences blessants, jusqu'à cette nuit où on m'avait mise à la porte devant des inconnus. Je n'exigeais ni excuse en face ni larmes théâtrales. Juste, la vérité. Écrite. Admise. Gravée à l'encre noire. Ma mère a ouvert l'enveloppe. En lisant, son visage s'est figé. C'est une blague ? Pas du tout, ai-je répondu. C'est la seule condition. Vous voulez de l'aide ? Il faudra d'abord reconnaître ce que vous m'avez fait. Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Mon père n'a rien dit. Il fixait le sol. Il savait. Lui, il savait qu'il n'était plus en position de négocier. Élise, elle, a éclaté. C'est ridicule. Tu veux nous humilier ? Je l'ai regardé dans les yeux. Non. Je veux que vous me regardiez comme une personne. Une vraie. Pas une ratée. Pas un portefeuille. Une personne. Puis j'ai ajouté, lentement. Si ça vous gêne d'admettre tout ça, alors peut-être que vous n'êtes pas aussi désolé que vous le prétendez. Contre toute attente, c'est mon père qui a pris le stylo en premier. Il a signé. D'un geste lent, mais décidé. Puis il a sorti une feuille vierge de son sac, a écrit quelques lignes, et l'a posée sur la table. Ma mère, après une longue hésitation, l'a imité. Moins convaincue, plus théâtrale, mais elle a signé. Élise a résisté. Longtemps. Elle me lançait des regards noirs, bouillait de colère. Mais elle aussi a fini par plier. Parce qu'ils n'avaient plus le choix. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu. Je leur ai demandé de relire à voix haute ce qu'ils avaient écrit. Ce moment-là, je l'ai enregistré. Oui. Tout. Chaque mot. Chaque trémolo dans la voix. Pas pour les exposer. Mais pour ne jamais oublier. Je leur ai tendu ensuite une copie du contrat de rachat de leur maison. Et d'ici un mois, j'en serai officiellement la propriétaire. Mais rassurez-vous, je ne vous mettrai pas dehors. Pas encore. Ils ont relevé la tête, confus. Et moi, j'ai souri. Parce que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ma vengeance ne serait pas brutale. Elle serait méthodique. Artistique. Et le jour où elle exploserait au grand jour. Tout Paris en serait témoin. Le jour de mon exposition solo est arrivé. Tout Paris artistique était là, critiques, collectionneurs, journalistes, influenceurs, même des visages de la télévision. J'avais tout organisé avec soin. Chaque détail avait été pensé comme une scène de théâtre. Car ce n'était pas juste une exposition. C'était le climax. Le thème ? Les silencieux. Un hommage à toutes celles et ceux qui avaient été rabaissés, ignorés, écartés, simplement parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases.
C'était personnel. Brutal. Et terriblement vrai. Les visiteurs passaient de toile en toile, bouleversés. Des portraits déformés par le rejet. Des corps effacés, transparents. Des visages fermés par la honte. Chacun ressentait que ce n'était pas une fiction. C'était du vécu. Mon vécu. Mais ce n'est qu'à la fin du parcours qu'attendait le cœur du spectacle. Une salle entière, plongée dans la pénombre. Au centre, un projecteur. Une grande toile blanche. Et sur cette toile, une vidéo se déclencha automatiquement à l'entrée des visiteurs. On y voyait 3 personnes. Assises dans mon salon. Lisant à voix haute, l'une après l'autre, des lettres manuscrites. Ma mère. Mon père. Ma sœur. Des visages crispés. Des mots qui crachaient la vérité. Je reconnais avoir humilié ma fille Camille en public. Je l'ai traitée comme une moins que rien, sans jamais reconnaître ce qu'elle a fait pour moi. J'étais jalouse d'elle, et j'ai voulu l'écraser pour me sentir supérieure. La salle était figée. Certains visiteurs tournaient la tête, mal à l'aise. D'autres regardaient la vidéo avec les larmes aux yeux. Plusieurs journalistes filmaient. Et dans un coin de la salle, discrètement installés, ils étaient là. Ma mère. Mon père. Élise. Ils n'avaient pas été invités officiellement, bien sûr. Mais je savais qu'ils viendraient. Par curiosité. Par orgueil. Par peur aussi. Je les ai vus. Je les ai observés regarder leur propre visage se tordre à l'écran. Leurs propres mots, résonnant dans une salle pleine de spectateurs. La vérité qu'ils pensaient pouvoir enterrer, exposée comme une œuvre d'art. Sans cri. Sans violence. Juste, la lumière crue de la vérité. À la fin de la projection, je suis montée sur la petite estrade au fond de la pièce. Un journaliste m'a tendu un micro. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai dit simplement. Merci à ceux qui m'ont fait taire. Sans eux, je n'aurais jamais trouvé ma voie. Une ovation s'est levée. Sincère. Puissante. Libératrice. Ma famille, elle, a quitté la salle. Lentement. Sans un mot. Et moi? Je suis restée. Droite. Entourée. Aimée. Parce que cette fois, ce n'était plus moi qui étais seule. C'était eux. Après cette soirée-là, tout a basculé. Les jours qui ont suivi mon exposition ont été un tourbillon. Mon histoire, ou plutôt notre histoire, même s'ils auraient préféré l'enterrer, s'est propagée sur les réseaux, dans les magazines, dans les cercles artistiques les plus fermés. Je recevais des dizaines de messages par jour, des inconnus me remerciaient, des femmes me disaient merci d'avoir osé. D'autres se reconnaissaient dans mes toiles, dans mon silence, dans mon cri. Mais au milieu de cette reconnaissance, j'ai ressenti une paix nouvelle. Je n'avais plus besoin de me battre pour exister. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quelques semaines plus tard, j'ai pris une décision. J'ai refusé plusieurs propositions d'exposition à l'international. Non pas par caprice, mais parce que je sentais qu'il était temps de faire autre chose. Quelque chose de plus profond. J'ai acheté une vieille maison en Bretagne. Vue sur la mer calme. Simple. Loin des lumières de Paris, loin de leur monde, loin d'eux. Et surtout, à moi. Chaque pierre, chaque centimètre. Aucune trace d'eux, aucun souvenir à effacer. J'y ai installé mon nouvel atelier. Plus petit, plus intime. J'y ai recommencé à peindre. Pas pour vendre. Pas pour les galeries. Pour moi. Et puis, j'ai créé une fondation. La Voix invisible. Une structure dédiée aux artistes qui, comme moi, ont été ignorés, rabaissés, étouffés. Une manière de transformer la douleur en création. De faire du rejet une force. Parce que j'avais compris une chose essentielle. Ce que les autres brisent en toi, peut devenir ta plus belle œuvre. Je n'ai plus jamais reparlé à ma famille. Je n'en ressens ni le besoin, ni le manque. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils avaient quitté leur maison. Celle que je possédais.
Sans même un mot. Ils savaient. Ils avaient compris. Que cette fois, c'était moi qui avais fermé la porte. Définitivement. Et parfois, en regardant l'océan depuis ma fenêtre, je repense à tout ça. À cette nuit où on m'a humiliée. À ce moment où je me suis retrouvée seule, avec rien. À ce déclic. Ce silence. Cette colère muette. Et je souris. Parce que c'est ce jour-là, exactement ce jour-là, que j'ai cessé de mendier l'amour de ceux qui n'en avaient jamais eu pour moi. Et que j'ai, pour la première fois,